Vous insufflez, vous faites rentrer de l'air dans l'organisme, de l'air qui contient de l'oxygène. Cet oxygène arrive au niveau des poumons. Quand vous massez, vous faites fonctionner le cœur. Un cœur qui fonctionne, c'est un cœur qui va chercher l'oxygène dans les poumons, qui le ramène dans son cœur, et qui l'envoie partout dans l'organisme, muscles, organes, et principalement cerveau. Donc voici votre mission quand vous faites une réanimation cardiopulmonaire. À partir de ce schéma-là, est-ce que vous pensez que le massage cardiaque réveille une victime? Est-ce qu'en massant, vous pouvez... Ah, ça va, je vais bien. Non. Très peu de chance. Et de nouveau, c'est ce qu'on voit dans les films, hein, une gastrotomie, hop, après 3 massages, le victime se réveille, vous l'avez là. Ça m'étonnerait, c'est jamais comme ça. Non, votre massage a très peu de chances de réveiller une victime. Pourquoi on le fait? Si on ne réveille pas. Il est gardé de l'oxygène. Voilà. Et j'ai entendu le fameux verbe, le verbe maintenir. Vous maintenez la victime en vie. Qu'est-ce qui réveille une victime? 212. Ou défibrillateur. Mais donc je répète bien que je parle du principe où vous avez vos mains. On verra la défibrillation juste après. Vous avez le cerveau et cœur, qui sont les 2 organes les plus importants du corps humain. À votre avis, lequel des deux peut tenir plus longtemps sans oxygène? Vous avez l'idée? Combien de temps? 12 minutes. Combien? 12 minutes. Plus. 15 à 30 minutes. Est-ce que ça vous paraît beaucoup? C'est énorme. Dans le monde du sauvetage, c'est énorme. Le cerveau maintenant. Combien de temps est-ce qu'il faut? 5 minutes. J'ai pas entendu. 5. Optimiste. 2 minutes. 2 à 4 minutes. C'est évidemment beaucoup moins. Alors attention, on va prendre avec des pincettes. C'est pas parce que votre victime tombe par terre maintenant qu'il faut lancer le chrono et après 4 minutes c'est fini. Non. Votre victime tombe par terre, il y a encore un peu de circulation, il y a surtout encore pas mal d'oxygène au niveau du cerveau. Donc les 4 minutes, on ne peut pas les prendre et se dire après 4 minutes c'est fini. Non, il y a encore un peu d'oxygène. Donc les 4 minutes vont démarrer plus tard, ce qui vous laisse déjà un délai plus intéressant. Que se passe-t-il si le cerveau reste plus de 4 minutes sans oxygène? Qu'est-ce qui se passe? Les cellules qui vont les détruire. Les cellules, ouais, les cellules meurent. Bon, vous avez une cellule de l'estomac qui meurt, ouais. Voilà. Le problème, c'est que les cellules du cerveau, elles ont des missions un petit peu plus intéressantes. Vous faire bouger, vous faire respirer, vous faire parler, vous faire manger. Bref, faire ce que vous êtes, vous, des êtres humains. Dit comme ça. Donc votre mission, c'est ça, c'est d'empêcher ces 4 minutes en amenant tout les insufflations et grâce au massage qui aura l'oxygène directement blanc. Donc votre mission est là. Autrement dit, on peut masser quelqu'un pendant des heures. Vous la maintenez en vie artificiellement, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, je vais vous faire les différentes analyses possibles que la machine va pouvoir faire de votre... Voici la première. Grossièrement dessinée, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ici? Régulier. Tout bien fait. C'est bon signe, ça? Ouais. Ça, c'est vous pour le moment, c'est bon pour le moment. Donc tout va bien. Est-ce que la machine va décider de choquer dans ce cas-là? Il ne vaut mieux pas. Cas suivant. Je n'ai pas de latte, mais vous comprenez le message. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas de plat total. Plat total, exactement. Donc arrêt cardiaque net. Quand on parle d'arrêt cardiaque, c'est toujours un peu flou. L'arrêt cardiaque net, c'est ça. Plus d'activité cardiaque. Vous filmez un cœur, ben, il est là, il ne bouge pas. Pas d'activité, il ne bouge pas. Calme plat. Dans ce cas-là, la machine va choquer. Vaut mieux. Oui? Tout le monde est Oui, d'accord? oui, Oui. Voilà. La machine ne choquera pas dans ce cas précis. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Troisième cas de figure. Ça vaut pas la peine. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a du courant, mais le courant est entièrement désordonné et le cœur ne peut pas contracter de manière efficace. Ici, vous avez des belles contractions, très efficaces, qui éjectent beaucoup de sang. C'est le principe du cœur, la mission du cœur. Ici, vous avez des contractions, excusez-moi de dire, mais je viens. Votre cœur se débat, votre cœur vous libère et va commencer à fonctionner de manière ultra anarchique, totalement désordonnée et totalement inefficace. Dans ce cas-ci, le cœur ne remplit pas sa mission, il n'éjecte pas de sang. Donc le travail cardiaque, la mission d'éjecter du sang, on ne sait pas le faire là, parce que c'est tellement désordonné qu'il n'y arrive pas. Donc,
on n'éjecte pas plus de sang là que là. Dans les deux cas, il n'y a pas d'oxygénation au niveau du cerveau. Dans ce cas-ci, il choque? Oui. Alors, comment est-ce qu'on appelle ce phénomène-là? Fibrillation ventriculaire, auriculaire, peu importe. Fibrillation. Donc la fibrillation, c'est de la merde. Ça met votre cœur en incapacité de travail, si je peux me permettre de le dire comme ça. Votre victime est en fibrillation. Vous allez masser jusqu'à l'arrivée du 112. Le 112, ils font quoi? Ben, il est fibrille. Et puis alors, après, ils injectent des produits, ils continuent à masser, peu importe, pour relancer le cœur. Si on est dans un endroit sans GSM, donc il n'y a pas de 112. Très bonne question, et la réponse, on peut appuyer sur le dire que vous la maintenez en vie, mais si le 112 n'est pas là, vous massez pour rien. Désolé de le dire comme ça, mais sans appel 112, votre protocole ne sert quasiment à rien. Quasiment rien. Mais donc voilà, on peut parler des GSM. Si vous avez un GSM sans sous-dessus, sans carte, sans abonnement, c'est pas grave, vous pouvez quand même appeler le 112. 18, 19 et 20. Ok, je vous remercie. C'est parti. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Messieurs, dames, écartez-vous. Analyse du rythme cardiaque en cours. Personne ne touche la victime, restez bien Ne dans pas l'écart. toucher le patient. À l'écart, personne ne touche la victime, écartez-vous. Choc recommandé. Attention, Appareil en charge. il va y avoir un choc électrique. Restez à l'écart du patient. Personne ne touche la victime, écartez-vous. Délivrez le choc. Attention, je vais choquer. Appuyez Je choque. sur choc délivré. En pause. Commencez la RCP. Ça ensuit en fait une réanimation de tout ce qu'il y a de plus dans tout ce que j'ai dit. Alors, rapidement, le défibrillateur, on ne l'éteint jamais, on le laisse toujours en place. Idem ici, je ne l'éteins pas, mais je fais de nouveau une suspension sur ma démonstration. Toutes les 2 minutes, il va vous interrompre. Donc ici, ça fait déjà 30 secondes que j'ai démarré le massage. Dans 1 minute 30, il va nous ennuyer. Alors, fibrillation. Défibrillateur. Voici ce qui va se passer au moment de l'utilisation du défibrillateur. Votre victime fibrille. Je passe les électrodes, analyse en cours, attention, je choque. Et appuyez sur le bouton ON. Ici, il y a 2 boutons. Ça, c'est pour moi, c'est pour l'entraînement, donc il n'y a pas. Soit ON-OFF, soit choc. 2 boutons. Eh bien, si vous vous trompez pour allumer, il ne se passe rien. Là, vous êtes au courant qu'il est allumé. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Électrode, connecteur à côté du voyant clignotant. Tant que vous ne l'avez pas fait, il va vous le répéter. Électrode et compagnie. Non plus. Donc le connecteur sera déjà branché. Vous aurez ça. Hop, vous tirez ça, ok. Vous l'allumez, placez les électrodes, placez les électrodes, placez les électrodes. Tant que ce n'est pas fait, il ne change pas de sujet. Alors, pour les électrodes, et sur le dessin, il y a 3 repères. En dessous de la clavicule, au-dessus du téton, à gauche du sternum. Ben, c'est parti. Clavicule, sternum, téton. Eh ben, ça vous laisse une belle zone où vous pouvez le placer sans avoir à toucher un des 3 repères. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les toucher? Si vous êtes sur la clavicule, vous êtes trop en arrière. Et le courant risque de passer derrière le cœur, qui est plutôt vers le bas. Si vous êtes sur le sternum, vous allez être trop proche de l'autre électrode et le courant va pas savoir descendre assez en profondeur. Placez-le suffisamment haut au-dessus de celui-ci pour éviter ce dégât. Il n'est pas bien placé, il vous le dira. Le deuxième, c'est beaucoup plus simple. Vous écartez le bras de votre victime, 4 doigts en dessous de l'aisselle, juste après, et le plus proche possible au niveau du sol. Alors, une fois que les électrodes sont placés, la machine le sait, parce qu'il y a une analyse qui se fait. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on les stopper? Tout ça. C'est ça.
J'ai pas entendu. Pour ne pas perturber le pouls. Exactement. Si vous touchez la victime avec vos mains, contact nu, bah vous lui transmettez l'activité cardiaque en pouls. Et la machine va lire le vôtre. Donc dans ce cas-ci, si moi je touche la victime, la machine va lire mon rythme cardiaque et elle va dire victime en pleine forme. Tout va bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas de ce gaillard. Donc assurez-vous durant l'analyse, il vous dira, mais assurez-vous que personne ne touche. Et ça passe par écartez-vous, personne ne touche, personne ne peut toucher la victime, restez avec elle. Donc des gestes des parents en plus. Alors lui, en fonction de l'analyse, il va décider s'il doit choquer ou non. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. C'est lui qui a décidé de choquer. C'est lui qui décide. Donc c'est pas vous, sur la couleur de cheveux, n'importe, qui vous dites il faut choquer d'office. Non, lui il analyse, et en fonction du besoin de la victime, il choquera. Dans ce cas-ci, il estime que c'est nécessaire. Égal, je masse. Vous massez, vous insufflez. Même si sa langue est retournée, la pression que vous mettez est plus forte. Donc de l'air, il va en passer, de toute façon. Donc dans cette optique-là, il est déjà en arrêt respiratoire, vous ne devez grossièrement pas vous en soucier. Cependant, vous avez une victime ici par terre qui respire encore. Mais la langue est retournée et donc ça bloque la respiration. Vous avez tout intérêt à mettre votre victime sur le côté, je vous montrerai la technique après, pour éviter justement que la langue bascule derrière et bloque la respiration. Donc si c'est déjà présent, pas besoin de s'en soucier parce que la mission prioritaire c'est circulation et insufflation. Et donc elle se réveille ou elle se réveille, peu importe, elle est sur le dos, c'est pas une bonne chose, vous pouvez la placer sur le côté pour éviter en effet que la langue se retourne. Si la poitrine de votre victime est mouillée, vous ne pouvez pas mettre tout de suite les électrodes. Parce qu'il y a du gel dessus, et le gel risque de partir et de faire décoller l'électrode. C'est la raison pour laquelle vous avez toujours 3 accessoires dans une pochette de défibrillateur. Première chose, on essuie. Pas pour frotter le sol, pour frotter sa poitrine. Vous prenez l'essuie, vous frottez les 2 zones qui ressortent les électrodes, pas besoin d'aller plus loin, on s'en fout. Vous les placez, c'est bon. Deuxième chose, une paire de ciseaux. Si votre victime a un t-shirt, on peut l'enlever plutôt facilement. Technique du joueur de foot qui marque son but, j'en ai parlé tantôt. Si c'est une tenue de plongée, bonne chance. Une plongée mouillée, c'est catastrophe. Pas de temps à perdre, vous prenez la tenue, vous découpez pour avoir une poitrine. Troisième chose, un rasoir. Si le jour où vous devez réanimer le Père Noël, vous allez faire une belle forêt sur sa poitrine, on n'a pas le temps à perdre. Et si vous collez les électrodes sur les poils, ben ça risque de se décoller avec l'action des poils qui vont se redresser. Donc dans ce cas-là, le même principe, rasoir parfait, toute une beauté au gaillard, juste les 2 zones qui ressortent les électrodes pour pouvoir les placer et que ça colle directement sur la peau. Donc vous avez du matos avec vous qui vous permet d'être plus efficace dans votre prévention. Donc ici, s'il respire, si votre victime respire. Alors, bras, 90 degrés. Bras opposé, give me 5, prendre votre main, taper dedans et déposer le dos de sa joue sur le dos de sa main, sur le joue opposé. Changez main, gardez contact. Vous avez accès aux jambes, vous tirez sur le tissu, et puis vous tirez vers vous tout en maîtrisant la tête, ou pas la tête, cogne au sol. Vous déposez maintenant. Alors, stabilisation, c'est ça. 90-90, c'est mieux. Le coude après le bras, plus stable. Vous ne coupez pas la circulation du bras. Et le plus important, détendre l'extension pour permettre d'avoir les voies aériennes ouvertes. Alors, le bras de votre côté, 90 degrés. Coude à 90 degrés, coude tendu, on s'en fout, mais au moins 90 degrés. 2 mains opposées, give me 5, donc tapez avec votre main pour bien maîtriser celle-ci, et venez déposer le dos de sa main sur sa joue opposée. Fléchissons le coup. Changez de main, gardez le contact. Si votre victime est inconsciente et que vous lâchez, oui, je vous le donne, donc hop, vous maintenez, c'est le graton. Vous venez chercher les jambes, jambes opposées, vous tirez sur le tissu. S'il n'y a pas de tissu parce que votre victime est en genre de football, ce qui est normal, bah, venez directement chercher dans le creux pour piter. Et puis vous tirez, regardez, sans force. Je ne mets pas de force. Je maîtrise la rotation et je maîtrise la tête. La main est en dessous pour maîtriser celle-ci. Je maîtrise la rotation. Hop. Ça c'est pas mal, mais il y a moins de faire mieux. À savoir, mieux stabiliser, 90 degrés, 90 degrés. Le coude, je le ferai de votre côté après le bras. Et le plus important, s'assurer que votre victime ait les voies respiratoires ouvertes. Autrement dit, mettez la tête en extension. Je peux vous mettre sur le dos.
Donc si vous avez un bébé, il ne sera quasiment jamais là. Il sera plus là. En cas d'arrêt cardiaque chez le bébé, le cœur est comme ça. Voilà, donc si un bébé fibrille, c'est extrêmement, mais extrêmement rare. Donc il n'y a jamais personne qui va créer des défibrillateurs qui vont coûter plus cher, parce qu'ils seront plus spécifiques au bébé, et qu'on va utiliser une fois sur 15 000. En bébé, donc c'est non. De toute façon, il ne vous les garde pas choqués. Mais le massage cardiaque du protocole est le même. Le même, je vais parler un petit peu de la technique. Enfant, Oui. là oui, mais préparez-vous au fait qu'ils vous disent peut-être non. Donc de toute façon, mon enfant, vous placez. Mais s'il ne dit pas choc recommandé, c'est normal. Femme enceinte. Oui, non? En cas de femme enceinte, vous avez ça. Une madame, hop. Vous avez les dessins, ils sont un peu pourris. Vous avez un cœur ici. Vous avez un tout petit cœur ici. Alors, si le cœur de madame est en fibrillation, peut-être pas celui-là. Donc si vous choquez celui-ci, vous mettez celui-ci là aussi. Génial, on peut relancer le cœur ici. Ouais, le cœur là-haut, vous démarrez. Mais vous avez arrêté celui-là, celui-là vous ne pouvez pas le masser. Autrement dit, celui-là, le pourcentage de survie de l'œuf est quasiment nul. Donc dans ce cas-ci, on préfère dire ne pas choquer la femme enceinte. Ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire masser. Et en massant, vous garantissez un pourcentage de survie pour les deux. Vous choquez, pourcentage de survie ici, 0. Voilà, c'est chiant de rester des heures comme ça, mais ça vous permet quand même quelque chose d'intéressant. À votre avis, pourquoi est-ce que je place quelqu'un en position antérieure de sécurité? Voilà. Et c'est le principal souci. Laisser quelqu'un sur le dos, c'est dangereux, il peut s'étouffer avec sa langue. Donc je reprends. Position antérieure de sécurité, pourquoi? Pour la langue. Si la langue s'endort et qu'elle bascule derrière, elle peut bloquer le passage de l'air. C'est l'étouffement, tout simplement. Placez votre victime en PLS, la langue tombe dans la joue. Et là, la respiration est possible. Quoi d'autre? C'est plus ou moins le principe de la langue. Avec la langue, vous vous étouffez, avec tout ce qui est liquide, vous risquez de vous noyer. Donc si votre victime régurgite, bave beaucoup, ou saigne de la bouche, tous ces liquides-là sont évacués par la position latérale. Vous restez sur le dos, les liquides restent dans la gorge, il faut vous noyer dedans. Quoi d'autre? C'est la personne de venir quand on a cherché des secours. Quand on indique sécurité, sécuritaire, stabilité. Vous avez une victime qui est stable. Vous n'avez pas votre GSM sur vous, donc vous pouvez la quitter, pour aller chercher le téléphone le plus proche, elle ne va pas s'envoler. Quelqu'un sur le dos, c'est toujours en risque qu'elle bouge et qu'elle se blesse devant. Stabilité, mais en plus, elle vous permet un contrôle très facile et permanent de la respiration. Alors, votre victime est inconsciente. Ah, elle a respiré. Ça ne veut pas dire que si elle respire maintenant, elle va encore respirer dans un quart d'heure quand l'ambulance arrive. Donc si vous la placez en position interne de sécurité, vous devez vous assurer qu'elle respire encore pendant 15 minutes, jusqu'à l'arrivée de 112. Vous la placez en PLS. Rien qu'en mettant votre main devant son nez, vous sentirez la respiration. Ce qui est très difficile, c'est d'aller sur le dos. Donc ici, vous avez un contrôle plus facile de la respiration. Et enfin, c'est aussi ce qui vous permet de la contrôler plus facilement, c'est que la respiration involontaire est facilitée. Votre victime respire plus facilement. Parce que, 1, elle a moins de pression sur la cage thoracique. Avoir les deux omoplates au sol, ça crée de la pression sur celle-ci. Si vous mettez en PLS, il y a moins de pression sur la cage thoracique. Les mouvements sont plus faciles. Et 2, les voies respiratoires sont ouvertes. Donc la respiration plus facile, autrement dit, plus facilement détectable aussi. Donc c'est équilibré. Donc vous avez fait à quelqu'un d'inconscient qui respire, vous le placez en position interne de sécurité. Vous appelez le 112. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne se réveille pas avec un test de conscience, c'est pas normal. Peut-être le cerveau qui atteint, épilepsie, peu importe. Donc c'est pas normal, s'il ne se réveille pas, position interne de sécurité. Vous appelez le 112, et jusque-là, vous ne tournez pas les pouces. Vous mettez votre main devant son nez, et vous sentez la respiration. Si tout d'un coup la respiration disparaît, qu'est-ce que vous faites? On fait sur le dos. Et on répare. Arrêt respiratoire en masse, on insuffle. S'il respire, on maintient la respiration, on stabilise une victime, c'est tout ce qu'on a à faire. S'il fait une crise d'épilepsie, vous laissez. Après la crise. Donc s'il commence à faire les convulsions, vous laissez faire les convulsions. Okay. S'il fait une convulsion là, vous bougez tous les objets qui peuvent, qui peuvent le gêner, qui peuvent recevoir des coups. Mais vous n'essayez jamais de le maîtriser. Jamais. Parce que de 1, c'est inefficace.
vous n'arriverez pas à le faire, c'est pas ça qui va faire qu'il va arrêter sa crise. Et 2, vous risquez de le blesser lui et vous. Si vous prenez en coup, l'épilepsie génère plus de force que la normale. Et vous risquez, si vous le tenez au niveau de l'épaule et qu'il bouge, vous risquez de le déboîter. Donc vous laissez faire la crise, et dès que c'est fini, position interne de sécurité, pour permettre ces avantages-là. La crise d'épilepsie peut généralement faire aussi basculer la langue derrière. Donc c'est ça qu'on dit, tenir la langue pendant l'épilepsie. Méfiez-vous, ne le faites pas pendant la crise. Pendant la crise, lui ne risque rien. La langue est en muscle, elle doit aussi subir des convulsions. Donc elle doit aussi faire des arrêts. Mais une personne qui hyperventile ne peut pas hyperventiler trop longtemps. En fait, quand vous hyperventilez, vous soufflez trop de CO2. Donc vous débarrassez de tout votre CO2 et c'est pas une bonne chose. En mettant le sachet, ça permet que le CO2 reste là et que vous le repreniez à chaque respiration. Donc en fait, une personne qui hyperventile, si vous n'arrivez pas à la calmer, proposez-lui un sachet. Sinon, elle risque quoi? Elle risque de s'endormir après quelques minutes. Donc tout d'abord, essayez de la mettre à son aise, lui calmer, lui parler d'autre chose. Avec ça, ça fait déjà bien descendre une crise. Et si ça ne fonctionne pas, proposez-lui un sachet en plastique. Donc le sachet ne va pas forcément la calmer, mais va lui permettre de rester éveillé malgré la crise. Donc sachet en plastique, ici, sachet de congélation. Chemise plastique, si vous êtes dans une classe, chemise plastique. Bonnet de bain pour les filles si elles sont en piscine. Ou alors plus simple, des bains. La gueule, c'est peut-être plus efficace parce que c'est plus agréable. Avoir un sachet en plastique devant la tronche, c'est pas forcément agréable, ça crée aussi de la panique. Proposer aux gens d'avoir leurs mains devant la figure, c'est déjà plus intéressant. Bon code-nadateur de votre victime. Cependant, si votre victime ne l'a pas sur elle, oublie qu'il n'y en a plus dedans, peu importe, eh ben, il y a toujours moyen de calmer la situation. Vous verrez dans le livre, c'est très bien expliqué, tout ce qui est premier soin, crise d'asthme, hypermotivation, bobo, peu importe, ça va toujours démarrer par une phase de calme avec votre victime. Faire rasseoir votre victime, lui parler, la rassurer, lui faire comprendre que le problème qui est là, c'est pas trop grave, il ne faut pas qu'elle s'emballe, et que le peu de respiration qui passe encore au niveau des bronches, parce que ça se ferme au niveau des bronches avec l'asthme, eh ben, le peu d'air qui va passer par là doit être suffisant pour la maintenir éveillée. Donc quelqu'un qui a prise d'asthme, vous l'asseyez comme ceci, et il respire très calmement. Et s'il respire calmement, il n'y a aucune raison pour que ça s'aggrave en syncope, en arrêt respiratoire. Donc elle n'a pas son peuple, mais il faut lui faire comprendre qu'il n'y a pas de souci, ça va partir, mais ça prendra plus de temps. Parce que la crise d'asthme est due à une réponse allergique, et au moment l'allergène va disparaître, donc ça va automatiquement se tasser. Mais ça prend plus de temps que si vous prenez le peuple.